Donc, je vais brièvement vous présenter l'introduction de cette session et autour de l'alimentation qui est un élément clé dans le parcours de soins. Donc la première chose, c'est de définir ce qu'est le parcours de soins. Ce n'est pas un mot comme ça en l'air. Le parcours de soins, c'est quelque chose de très codifié qui a été mis en place par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Il a un certain nombre de caractéristiques, deux essentielles. Il est coordonné, c'est-à-dire qu'il est confié à un médecin qui va coordonner tous les acteurs qui vont intervenir dans ce parcours de soins et il est personnalisé sur le patient. Donc c'est deux éléments qui sont importants à prendre en compte quand on parle de parcours de soins. Donc le parcours de soins, il s'inscrit dans d'autres parcours qui sont plus importants, le parcours de santé et le parcours de vie. Le parcours de soins est plutôt centré sur le milieu hospitalier et ambulatoire, alors que le parcours de santé s'adresse à des dimensions sociales, médico-sociales et aussi à des dimensions de prévention. Et enfin, le parcours de vie a d'autres dimensions comme justice, emploi, environnement. Donc quand on parle d'alimentation dans le parcours de soins, il faut plutôt concevoir l'alimentation dans le parcours de santé, au-delà du simple parcours de soins. Donc le parcours de soins et le parcours de santé, c'est une approche complexe. Alors c'est très compliqué, même d'un point de vue, parce que les cliniciens déposent des parcours de soins qui font valider, et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour les cliniciens. Mais c'est une approche complexe et multi-acteurs. Donc c'est symbolisé sur la gauche, au niveau du système hospitalier, du milieu hospitalier, il y a différents types de pathologies, différents types d'acteurs, le clinicien, les diététiciens, etc. Et concernant le parcours de santé, il est évidemment élargi à d'autres lieux de vie, comme le domicile, l'hôpital et la médecine de ville, par exemple. Et un patient va évoluer au sein de ces différents lieux, et on conçoit bien que le parcours de soins et donc l'alimentation au sein de ce parcours de soins ou de parcours de santé va devoir s'adapter à ces différents acteurs et à ces différents milieux de vie. Donc le deuxième élément de contexte, c'est les maladies chroniques. Donc il y a un rapport du Conseil économique et social et environnemental qui a été publié en juin 2019 et qui fait un état des lieux assez exhaustif des maladies chroniques. Donc en France, il y a 20 millions de maladies chroniques, dont 11 en affection longue durée. Ça représente 35% de la population française et 15% de la population active, même si ça touche majoritairement les personnes âgées. Donc les admissions annuelles, elles ont doublé en 15 ans pour des affections de longue durée. Et par exemple, 1000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en France chaque jour, dont 400 en activité. 35% ont une activité professionnelle et il faut savoir que 1 sur 5 ne travaille plus dans les 5 ans qui suivent le diagnostic. Donc ça a évidemment un coût pour la société important. Il y a évidemment, au-delà de l'aspect humain, il y a aussi un coût financier. Et les dépenses totales consacrées aux affections de longue durée étaient de 95 milliards aux alentours de 2018. Donc on voit qu'il y a des enjeux économiques extrêmement importants. Ces maladies chroniques, elles conduisent dans un grand nombre de cas à de la dénutrition. C'est rencontré de manière extrêmement fréquente chez les patients atteints de ces maladies chroniques. Et un rapport qui a été fait dans le cadre du PNNS et qui est disponible sur le ministère de la Santé et du Sport, révèle que 20% des enfants, 45% des adultes et 60% des personnes âgées dans un établissement de court séjour présentent un degré de dénutrition. Donc on voit que c'est quand même quelque chose de très prégnant dans le milieu hospitalier. Souvent, ces maladies chroniques s'accompagnent de troubles sensoriels, de difficultés de l'acte alimentaire, du trouble du comportement alimentaire, de troubles cognitifs, mais aussi de changements métaboliques et physiologiques. Donc du coup, on est confronté à une situation extrêmement complexe pour essayer de traiter cette question de la nutrition qui est symbolisée sur le schéma de droite et qui concerne les causes de la dénutrition pour des patients qui ont été traités pour des cancers des voies aériennes digestives supérieures. Et on voit qu'il y a des causes orales qui sont liées à la xérostomie, troubles de mastication, déglutition, des difficultés d'ouverture buccale, des causes oropharyngées qui sont liées au traitement, qui peuvent être liées au traitement et aussi à la pathologie elle-même et qui vont entraîner par exemple des problèmes de dysphagie assez importants. Tout ça conduit au mécanisme de dénutrition. Il y a aussi une augmentation des dépenses énergétiques liées au traitement. Quand on traite le patient, on entraîne une augmentation de ces dépenses énergétiques et puis des changements du métabolique qui peuvent aussi conduire à ce mécanisme de dénutrition.
Donc pour ça, il faut avoir un certain nombre de solutions. Donc il y a une offre disponible à destination de ces patients. Alors on connaît les compléments nutritionnels oraux. Et cette offre, elle est en constante augmentation. Je présente sur le schéma de droite l'évolution du marché de la nutrition clinique tel qu'il est proposé entre 2012 et 2020. Et on est sur un marché de près de 350 millions d'euros. Mais cette offre, elle doit s'adapter évidemment en fonction du lieu de soins. Donc hôpital, institut, domicile, et elle doit s'adapter à l'offre en fonction, elle doit s'adapter à la pathologie chronique. Par exemple, bon, il y a 30 affections de longue durée qui sont considérées, donc, et autant d'adaptations à avoir sur ces affections. Et enfin, adapter l'offre en fonction du niveau de précarité, c'est un élément important à prendre en compte. Il y a beaucoup de patients qui ont des maladies chroniques et qui sont aussi dans des niveaux de précarité importants. Et concevoir une alimentation et une offre alimentaire pour ces patients, c'est aussi tenir compte de ceux qui sont en précarité. Donc j'ai choisi, juste avant ma conclusion, et pour illustrer un peu les questions qu'il y a autour de cette offre et de cette alimentation au cours d'un parcours de soins, de l'illustrer par la présentation d'un parcours de soins en pédiatrie, en particulier pour l'enfant polyhandicapé. Et il comprend 3 niveaux: quand, comment, où, qui et où. Donc quand, c'est au moment du diagnostic et au cours du suivi. Comment? D'abord, on effectue un diagnostic et en fonction de ce diagnostic, par une approche de go-no-go, on va définir le type d'alimentation qu'on va apporter à l'enfant. Et la définition de ce type d'alimentation va définir quelle est l'offre qu'on doit dimensionner derrière. Par exemple, trouble de l'alimentation, faut-il adapter la texture? Oui, non. Et dans ces cas-là, on va mettre en place des stratégies pour modifier la texture et qui va faire appel à des formations, par exemple pour les aidants ou pour les cuisiniers qui vont devoir adapter cette texture. Est-ce que l'alimentation orale est possible? Est-ce qu'elle est suffisante? Si elle n'est pas suffisante, à ce moment-là, on part vers une alimentation enrichie. Et là, c'est des stratégies d'enrichissement d'une alimentation plus classique qui doivent être mises en œuvre. Soit l'alimentation enrichie est insuffisante et à ce moment-là, on bascule sur les CNO. Et enfin, si l'alimentation mixte CNO est totalement insuffisante, on passe en nutrition entérale exclusive. Et à chaque fois, on fait appel à des acteurs différents pour concevoir et construire cette alimentation. Voilà. Donc on se rend compte ici de toute la complexité qu'il y a pour construire une offre au cours d'un parcours de soins et au cours d'un parcours de santé. On va avoir une personne qui va avoir besoin de différents types d'alimentation et de différents types de solutions en fonction de l'évolution de sa pathologie et en fonction des différents lieux de vie dans lesquels il va évoluer. Donc c'était les messages que je voulais faire passer. C'est d'abord personnaliser l'offre et l'inscrire dans les parcours de soins et de santé. Elle doit être adaptée à chaque pathologie chronique et elle doit être évolutive tenir compte, et elle doit être évolutive dans le temps et le cadre de vie parce que ce sont aussi des pathologies évolutives en tenant compte, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur la question de la précarité. Enfin, il y a un vrai challenge, c'est comment combiner une personnalisation de la prise en charge avec une offre globale, parce qu'on conçoit des CNO, etc. Et comment on ramène ça à une personnalisation. D'abord, il est important d'avoir une approche vraiment multi-acteurs. Alors, au-delà du personnel peut-être soignant et hospitalier, impliquer les diététiciens, impliquer aussi dans des lieux de vie les cuisiniers, par exemple, qui vont pouvoir contribuer à personnaliser cette offre. Il y a un gros besoin d'innovation aussi qui doit être fait dans le domaine de la proposition de cette offre. Et enfin, un besoin de formation. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent quand on lit des études là-dessus. Il faut former les cuisiniers, il faut former les aidants à construire cette offre à destination des patients. Voilà. Donc là, on va voir un certain nombre d'exemples autour de cette question de l'alimentation au cours du parcours de soins et de santé. Voilà. Merci.